Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le podcast qui met de l'éthologie dans la médecine vétérinaire et de la médecine vétérinaire dans l'éthologie. Alors, petit disclaimer pour commencer, c'est Laure qui vous parle et j'ai pas la voix de d'habitude parce que j'ai la voix cassée, donc j'espère que ça va pas être trop désagréable pour la suite de l'épisode. Bon, si vous êtes présents sur les réseaux sociaux, et on espère que vous l'êtes parce qu'il faut suivre le compte Instagram de Vétologie, voire même le compte Blue Sky pour les plus geeks d'entre vous. Vous avez peut-être été témoin de discussions houleuses sur l'équitation et l'état de bien-être des chevaux montés. D'un côté, certaines créatrices de contenu se font secouer lorsqu'elles questionnent des pratiques et des discours qu'on pourrait qualifier de traditionnels sur l'équitation et les sports équestres. Et de l'autre, les institutions officielles comme la Fédération sont critiquées car elles laissent tenir en leur nom des propos plus que discutables en l'état actuel des connaissances scientifiques. En tout cas, ça remue, y compris parfois jusque dans le grand public, non connaisseur des chevaux, comme après le pentathlon des derniers Jeux Olympiques, j'imagine que tout le monde s'en souvient. En tout cas, partout, on parle du bien-être des chevaux. On a déjà évoqué le sujet au cours des 2 premières saisons, mais dire qu'un animal est dans un état de bien-être, ce n'est pas faire une remarque subjective. Il existe une définition scientifique de ce terme. Le bien-être n'est pas qu'une absence d'inconfort ou de douleur, et ni l'amour que l'on porte à un animal, ni les soins qu'on lui procure au quotidien ne garantissent qu'il se trouve dans un état de bien-être satisfaisant. On vous renvoie à l'épisode 4 de la saison 2 pour une interview qu'on avait consacrée à ce sujet. On peut rappeler également que le bien-être n'est pas une notion générale, mais qu'il est propre à un individu. 2 chevaux peuvent donc avoir une perception différente de la même situation, que ce soit de leur écurie, d'un transport ou même d'un concours. On peut rappeler aussi que le bien-être dépend de la façon dont l'animal ressent ce qu'il vit, c'est-à-dire de son état mental à un moment donné. Et enfin, on se souvient que les capacités cognitives de nos animaux domestiques, et donc du cheval également, leur permettent d'anticiper et de se projeter dans l'avenir. Ils ont donc des attentes auxquelles ils vont se référer pour évaluer de la valence positive ou négative d'un événement donné. Et si le sujet des capacités cognitives vous intéresse, c'est l'épisode 31 de la première saison qu'il faut réécouter. Revenons maintenant à nos chevaux. On ne dispose pas encore d'un outil validé permettant d'évaluer le bien-être du cheval monté. Par contre, on sait que beaucoup de choses qui nous paraissent banales en équitation vont vraiment pouvoir causer un stress intense à certains individus. On peut citer par exemple le fait d'être séparé des congénères, qui est très angoissant pour un individu de tempérament grégaire, ou encore le fait d'être transporté pour aller en concours. Souvent, l'équitation expose aussi les chevaux à des pratiques douloureuses. Par exemple, si le cheval continue à travailler alors qu'il a une irrégularité d'allure non détectée. Et ça arrive plus souvent qu'on imagine. Ou encore si le matériel n'est pas adapté. Quand on évoque le matériel, on pense de plus en plus souvent à la selle et à son adéquation au dos du cheval. Mais il y a un point qui reste encore peu évoqué, c'est le mors et son impact sur l'animal. Et quand on dit mort, en réalité, on n'a rien dit, parce qu'il en existe de multiples, des morts droits, des morts simple brisure, double brisure, etc. Et les cavaliers, on l'a tous fait, on cherche une recette facile quand il y a quelque chose qui pose problème, et le réflexe, quand on commence à rencontrer des difficultés à cheval, c'est souvent de mettre un mort de plus en plus sévère, en espérant que cela suffise. Or, sévère, en fait, ça veut souvent dire juste plus douloureux. Et malheureusement, les chevaux, ils s'habituent progressivement à la pression, même si elle est plus intense, et donc c'est un peu un cercle vicieux où on va d'un mort sévère à un mort encore plus sévère, etc. Bref, on a cherché un peu ce que disait la littérature sur l'impact de l'utilisation du mors chez les chevaux. Déjà, il faut savoir qu'il y a bien longtemps que nos ancêtres ont eu l'idée de mettre quelque chose dans la bouche des chevaux pour les contrôler. On trouve des traces archéologiques de l'utilisation d'un mors dès la fin de l'âge de bronze, vers 1500 ans avant Jésus-Christ. Comment on le sait ? On constate des lésions dans la bouche des chevaux qui ne peuvent avoir été provoquées que par un mors. Et oui, il y a 3000 ans, on blessait déjà les chevaux avec des morts non adaptés et c'est pas très rassurant. Perso, je fais même une collection de chevaux dans l'art, alors que ce soit sur des peintures ou dans des sculptures. Et les chevaux qui montrent des gros signaux d'inconfort, par exemple ceux qui ont la bouche ouverte, les muscles de la face crispés, les naseaux hyper tendus. On en trouve partout. Par exemple, il y a des images de chevaux comme ça sur les murs des temples égyptiens. Mais je suis sûre que vous pouvez regarder la statue équestre de la place principale de la prochaine ville que vous traverserez et vous pourrez commencer votre propre collection de représentations de chevaux qui vont pas bien dans le travail monté. Et bien sûr, vous pouvez nous envoyer la photo pour la collection. On peut aussi tout simplement rappeler que la bouche du cheval n'a pas évolué pour contenir un mors, voire 2 lorsqu'on utilise une bride. On sait aussi que certains mors limitent la déglutition en empêchant les mouvements de langue. Et quand le cheval ouvre la bouche pour échapper à la pression du mors, les cavaliers serrent la muserolle encore plus.
Ah oui, le serrage de la muserolle ou du noseband, c'est aussi un sujet sur lequel il y a beaucoup de littérature qui est largement ignoré par les cavaliers. Donc le noseband, c'est cette petite lanière en cuir que souvent les cavaliers rajoutent sous la muserolle et qui permet en fait d'empêcher le cheval d'ouvrir la bouche. Or, ouvrir la bouche, c'est le seul moyen pour le cheval d'échapper un peu à la pression d'un mors qui est douloureuse. Et normalement, on est censé vérifier le serrage de la muserolle, notamment en concours. On doit laisser passer 2 doigts entre la tête du cheval et la muserolle. En pratique, c'est très 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 rarement fait et on voit énormément de muserolles et de nosebands qui sont beaucoup trop serrés. Or, dès 2016, une publication a montré que si l'on serre le noseband de manière trop importante, les paramètres physiologiques mesurés sur le cheval indiquent une réponse de stress. On a notamment une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque et une augmentation de la température de l'œil. Donc c'est une véritable réponse de stress physiologique au serrage de la muserolle. On peut supposer en fait que c'est la douleur. Et pour ceux que ça intéresse, l'ISS, donc qui est l'International Society of Equitation Science, donc la Société internationale des sciences de l'équitation, vend sur son site un petit outil qui permet justement de mesurer le niveau de serrage de la muserolle et de s'assurer qu'on est bien à un niveau recommandé de serrage et qu'on n'a pas serré trop sa muserolle. Alors avec tout ça, vous vous demandez peut-être pourquoi on continue à utiliser un mors. Déjà parce que c'est interdit de faire sang dans la plupart des compétitions équestres, et surtout parce que les cavaliers et les moniteurs sont absolument persuadés que c'est dangereux de monter sang, en réalité sans preuve. Alors, on va juste faire un petit point de vocabulaire pour la suite, puisqu'on va parler d'une étude scientifique. Donc, lorsque les anglophones parlent de bitless, donc bitless, qui veut dire sans mort, en fait, ça regroupe de nombreuses enasures différentes. Donc, enasure, c'est ce qu'on met sur la tête du cheval quand il n'y a pas de mort. Donc, par exemple, on peut citer un licol, un hackamore, un side pull, ou ce qu'on appelle un bitless en français, qui est en fait un type d'enasure particulière. Bon, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces choses qu'on met sur la tête des chevaux, qu'il y ait un mort ou qu'il n'y en ait pas, en fait, le cheval, il va apprendre à céder à la pression exercée par cet outil, par ce qu'on appelle le renforcement négatif. Et ce qui varie entre ces différentes embouchures ou enasures, c'est l'intensité des pressions exercées sur la tête du cheval et l'endroit où elles s'exercent. Ça ne répond pas à notre problématique du jour. Est-ce que le mort a un impact sur l'état de bien-être des chevaux ? Et est-ce que monter sans mort est plus dangereux que monter avec ? Eh bien justement, il y a cette publication dont on a commencé à vous parler qui est sortie en 2023 et qui s'est posé précisément les mêmes questions. L'étude a été réalisée sur questionnaire interrogeant 400 cavaliers en Australie. Ces cavaliers étaient bien évidemment des cavalières à près de 95%, déjà parce que la pratique de l'équitation est très largement féminine et que dans toutes les études par questionnaire, quel que soit le sujet, ce sont très largement des femmes qui répondent en majorité. Sur cet échantillon, seuls 5% des répondants déclaraient monter sans mort, ce qui, selon les auteurs, est représentatif de la réalité des pratiques. Le score de bien-être des chevaux du groupe bitless, donc sans mort au travail, était meilleur que celui du groupe mort. Et les chevaux du groupe mort présentaient plus de comportements conflictuels montés, donc des ruades, des écarts, que ceux du groupe sans mort. Cependant, la sécurité des cavaliers et le contrôle sur leur monture étaient similaires dans les deux groupes. Enfin, globalement, les cavaliers qui montaient sans mort étaient plus satisfaits que les autres et avaient une meilleure relation avec leur cheval. Ce qui ressort également, c'est que les cavaliers qui montent sans mort ont une meilleure connaissance des théories de l'apprentissage. Et souvenez-vous, ça aussi, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans Vétologie, et c'était l'épisode 27 de la saison 1. Bon, ce fait qu'ils aient une meilleure connaissance des théories de l'apprentissage, c'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles les cavaliers dits bitless sont globalement plus satisfaits de monter à cheval et qu'ils ont une meilleure relation avec leur animal. En tout cas, le fait de monter sans mort n'entraîne pas un moins bon contrôle du cheval et ne représente pas un risque plus élevé pour la sécurité. A priori, c'est donc une bonne piste pour améliorer le bien-être du cheval monté. Et certains cavaliers internationaux commencent à montrer la voie. On peut citer par exemple Julien Bayard, qui est l'un des meilleurs cavaliers mondiaux de saut d'obstacle, qui monte et qui gagne des épreuves très prestigieuses en hackamore, là où d'autres concurrents utilisent des embouchures beaucoup plus sévères. Bref, on espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous interroger sur le fait de mettre un mort dans la bouche des chevaux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire part de vos témoignages sur notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. N'oubliez pas les photos de chevaux à la bouche ouverte et au regard crispé pour notre collection. Qui sait, peut-être qu'un jour, on s'en servira avec Mathilde dans une formation future sur le bien-être des chevaux. Bien sûr, n'hésitez pas également à partager cet épisode autour de vous et on vous dit à très vite dans Vétologie.